Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche à Confidence de Presse, votre rendez-vous de débat et d'information sur 2M. Notre invité de ce soir est Mohamed Brada, éditeur, figure historique de la presse au Maroc. Avec lui, nous allons revenir sur la situation de la presse au Maroc, son évolution et bien sûr sa transformation à l'ère du numérique. C'est Mohamed Brada, merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'associer à discuter de ce problème qui retient mon attention depuis quelques 4 décennies et plus, et d'avoir à mes côtés des gens sympathiques, des vrais professionnels. Donc je ne peux que m'en réjouir et vous remercier. Que je ne présente plus, qui sont Mohamed Zouar, directeur du site Yabiladis. Mohamed, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Et aussi Reda Dalil, rédacteur en chef du magazine Économie et Entreprise. Eh bien, je vous remercie de m'inviter aussi régulièrement, Abdullah. Merci à vous, Saleda. Alors, cette semaine, le mercredi 15 novembre, le Maroc a célébré la Journée nationale de l'information et de la communication. Comme vous le savez, comme chaque anniversaire, c'est l'occasion de faire le bilan, de voir l'état actuel de la presse marocaine, ses problèmes, ses enjeux. Vous, Mohamed Brada, ça fait presque 40 ans que vous êtes dans ce domaine, dans ce secteur de la presse. Quel est le regard que vous jetez sur l'évolution de la presse marocaine ? D'abord, je peux dire que durant toute cette période où j'ai eu affaire aux éditeurs de journaux, aux journalistes, à la distribution, à la fabrication de la presse, j'ai vécu une métamorphose, une suite de mutations. Il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. Alors cette mutation, elle s'est opérée au niveau technique. Les journaux ont connu de véritables transformations de fond. Sur le plan juridique, le droit, la nouvelle constitution, les péripéties répétées qu'ont vécu les gens de la presse, et puis la période où on est beaucoup plus à l'aise pour parler de la presse d'abord aujourd'hui, et pour espérer avoir une presse beaucoup plus appropriée, beaucoup plus adaptée au niveau que connaît le Maroc d'une manière générale, parce que je pense que la presse n'est pas au même niveau de l'évolution que connaît le pays. C'est-à-dire ? Elle est en retard par rapport, si vous voulez, si on prend certains secteurs, oui. Il y a une évolution quand même qui, si on peut parler de l'évolution socio-économique du Maroc, bon, nous avons plus d'abord sur le plan démographique, sur le plan socio-culturel, les gens ne lisent pas plus qu'avant, c'est sûr, mais le niveau est meilleur par rapport. Vous considérez que la société actuellement, elle est en avance par rapport à ses médias, la presse nationale ? Mais écoutez, du moins, tous les paramètres convergent vers ça. Le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, le nombre de bacheliers. Moi, quand j'ai passé mon bac à Oujda, on était 30. Aujourd'hui, à Oujda, il y a 92 000 bacheliers, un truc comme ça. Par exemple, voilà quelque chose qui justifie que quand je vous dis qu'il y a une évolution, certainement. Le pouvoir d'achat, il a évolué. Il a évolué. Bon, on peut dire que c'est pas tout à fait ça, mais il y a une évolution certaine. La presse, elle a évolué, certainement. Dans le bon sens, je ne sais pas. Mais l'évolution est certaine, le résultat n'est pas nul. Ça dépend où on se place pour le regarder. Si on le voit au niveau des statistiques, au niveau de l'impact de la presse, là, je ne pense pas qu'il y a une évolution. Je pense qu'on va revenir sur tout ça, sur les chiffres, les statistiques. Très bien. Mohamed Zouar. J'ai l'impression que M. Brada utilise beaucoup d'euphémismes et est très gentil, parce que quand il dit que le résultat, est-ce qu'il est réellement positif, ou en tout cas il y a des changements, la réalité, et vous l'avez très bien dit dans votre premier bilan, c'est qu'on a une presse qui est de moins en moins achetée, la presse papier. On a pourtant un taux d'analphabétisation qui augmente, un niveau d'éducation qui est de plus en plus élevé, mais malheureusement, ça ne suit pas. Pourtant, on a l'un des marchés publicitaires dans le Maghreb, dans la région, qui est le plus important. Et donc on voit que ces médias ne sont pas au diapason de l'évolution de la société. D'où ça vient ? Est-ce que le problème vient des médias en eux-mêmes ? Est-ce que c'est la relation entre l'État et le secteur des médias ? Est-ce que la greffe n'a pas pris avec le lecteur ? Puisque le problème aussi, c'est que le lecteur n'achète pas. Est-ce que c'est parce que l'offre est mauvaise, ou est-ce que c'est parce que la demande n'est pas là ? Vous voulez que je vous réponde tout de suite, si vous le permettez ? Écoutez, tout le monde est coupable, tout le monde est innocent, tout le monde est impliqué. C'est complémentaire. Le lecteur n'est rien sans l'éditeur n'est rien sans les pouvoirs publics. Les libertés ne peuvent pas être appliquées s'il n'y a pas des gens qui les comprennent bien. Le lecteur, on peut lui demander son avis aussi, et il trouve qu'il n'a pas suffisamment de quoi acheter un journal, il trouve que le journal n'est pas très adapté à ce qu'il désire. La vente de la presse est
ridicule actuellement, elle est absolument basse. Nous avons un taux de lecture de la presse, du moins papier, qui est très très bas, l'un des plus bas du monde. Quels sont les chiffres maintenant? Généralement. C'est honteux d'en parler. Non, mais enfin, il faut le dire. Honteux, mais c'est l'état actuel de la presse marocaine. Donc, là, je le dis pas avec plaisir, bien sûr, mais c'est la il n'y a pas réalité. de quoi s'en réjouir. Donc, quand vous additionnez tous les quotidiens marocains, par exemple, je suis désolé, mais ils n'arrivent pas à 200 000 exemplaires. Il y a 22 quotidiens au Maroc. C'est l'un des pays où la liberté de la presse a permis à des gens de faire la presse. Mais pas tout le monde, ceux qui font la presse sont capables de faire. La preuve, c'est ça. Alors on a 22 quotidiens. Et quand on compare à d'autres pays, l'Égypte par exemple, je pense qu'il y a certains quotidiens qui tirent plus que tout ce que les quotidiens marocains. Oui, mais des fois quand on fait des comparaisons, c'est désolant. On peut sortir avec le désespoir. Mais pour rester un peu optimiste, nous ne comparons pas à ceux qui nous dépassent de là, parce que sinon je vais vous dire qu'un jour j'étais aux États-Unis dans un journal, ils ont imprimé en une nuit ce qu'on utilise en papier dans l'année. C'est-à-dire, à l'époque, c'était 7000 tonnes de papier journal par an au Maroc, et ce jour-là, ils ont imprimé 7000 tonnes de papier. Donc vous voyez, c'est infiniment petit par rapport à ce qui est infiniment grand. Mais ceci dit, il faut qu'on reste chez nous. Chez nous, la presse, c'est toute une histoire. C'est peut-être un peu long, mais la presse, c'était d'abord la presse engagée, la presse interdite, la presse des partis. C'était la seule sur l'État qui hésite à encourager cette presse parce qu'on n'encourage que la presse de l'opposition, la presse de gauche. C'est la seule qui était sur le marché. Avant de donner la parole à Reda Dalim, j'ai une question à poser. Quel est pour vous l'âge d'or de la presse marocaine? Est-ce qu'il y avait un âge d'or ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement fantasmé? Est-ce qu'il y avait un âge d'or? Oui. Lequel? Ah ben, de toute façon, pas celui-là, c'est sûr. C'est vrai. Actuellement, nous sommes dans le déclin. Mais nous avons connu quand même une apogée dans les années 80, même 90. La presse partisane? Après, pardon? La presse partisane? La presse partisane et la presse tout court. D'abord, c'était le début de la presse non partisane, parce que la presse partisane était toute seule. Il y avait que la presse partisane et la presse officielle, disons, officielle ou presque. Mais après les années 90, avec les libertés, on commençait à avoir l'émergence de journaux indépendants, enfin n'appartenant pas à des partis, dépendant d'autres choses, tout est relatif. Mais disons, cette presse est venue quand même, elle a enrichi le paysage médiatique, elle a contribué favorablement à créer une concurrence, une émulation, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce qu'elle n'a pas eu les encouragements suffisants pour qu'elle puisse évoluer, ou alors elle avait été subventionnée et la subvention n'a pas eu son effet, on n'avait pas les résultats, si vous voulez, on a donné une subvention, on n'avait pas les résultats. Et puis parce qu'on n'a jamais fait des débats vraiment intéressants, parce que, vous savez, la presse, elle évolue, il faut qu'il y ait de débats, il faut ouvrir le débat. Et les débats, quand on les fait chez nous, ou bien c'est des débats pour des élites, donc personne ne comprend rien, enfin, sauf eux, ou alors des débats populistes, c'est de la politique. Mais un débat engagé, dans le sens étymologique du mot, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, il est engagé dans une voie d'éclairer les gens sur des réalités. Ce débat-là, on ne l'a pas toujours eu. Ou alors, il a été timide, ou alors il n'a jamais été encouragé. Alors, c'est le débat officiel, ou c'est le débat populiste, mais le débat des professionnels, et c'est aux professionnels de faire la presse, c'est à eux de gérer la presse, c'est à eux de poser les questions, d'analyser ces statistiques, d'analyser ces situations et de trouver, parce qu'il y a toujours des solutions. Nous ne sommes pas les seuls à ne pas trouver de solutions. Tout à l'heure, vous nous avez comparé à des pays qui sont... Mais non, je comparais à côté de nous. Il y a un journal à côté qui tire... Qui tire oui, mais sans citer de nom, mais des journaux, même dans des pays maghrébins, qui tirent 10 fois plus que ce que nous tirons, et qui lisent. Pourquoi? Vous voulez que je vous réponde? Ben oui, bien sûr. Tout à l'heure, vous me donnerez la parole tout à l'heure. Je vais laisser parler mes amis. Parce que non, mais vous êtes là pour ça. Allez-y. Là, je peux répondre à ça parce que peut-être que, vous savez, dans des pays où la presse se vend beaucoup, l'État encourage la presse de manière intelligente. C'est-à-dire, d'abord, il en achète plein. Quand lui, Reda, il sort un bouquin. Et je le félicite parce qu'il fait. Mais son bouquin, lui, d'abord, c'est une exception. Il a bien vendu, relativement, par rapport aux autres. Mais ce n'est pas ça. C'est pas normal, même pour son bouquin. Vous parlez des 2 romans de Reda. Du roman de Reda, par exemple, qui, lui, il a fait un carton. Mais le carton par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se fait dans ce pays. Mais il aurait fait ce bouquin dans d'autres pays, ça aurait été, il aurait fait beaucoup plus. Nous, quand un écrivain, bon, je parle des gens qui écrivent en arabe, qui sont excellents, et qui tirent 2000 et 3000 exemplaires, ils mettent 3 ans à les liquider, et qui sont à des prix très très bas. Ce n'est pas normal. Pourquoi c'est pas l'État qui achète des quantités? Pourquoi ils ne les mettent pas dans les bibliothèques? Pourquoi ils ne les donnent pas dans les écoles? Pourquoi ils n'encouragent
n'encourage pas des lecteurs en disant, déjà, moi, je suis preneur si vous faites ça. En plus, je dis, on vous aide pour faire mieux encore. Et dans la presse, c'est aussi la même chose. Vous savez qu'il m'est arrivé dans des pays, et certainement comme vous tous, et même dans un consulat du Maroc à l'étranger, j'ai trouvé des journaux étrangers, mais pas des journaux marocains. Et quand je pose la question, je dis, mais ça va pas, pourquoi? Ils me disent, vous nous les envoyez. Pourquoi moi, c'est pas dans le mode, vous les envoyez. Enfin, toujours est-il que nos journaux, d'abord, ils restent très, très autochtones, très intérieurs, c'est pour la consommation locale. Ils ne sont pas exportables peut-être, mais ils ne sont pas exportés, c'est sûr. Mais ils ont besoin d'être encouragés d'une manière beaucoup plus intelligente. Alors, quand vous avez créé sa presse, il y a une quarantaine d'années, il y avait la presse partisane tenait le haut du pavé. C'est une presse forte, c'est une presse qui avait des prises d'opposition qui étaient très fortes. Il y avait aussi une presse d'opposition qui était extrêmement lue. Mais en tout cas, il y avait un débat idéologique. On pouvait se positionner. On lisait un journal, on savait qu'il était de gauche. On lisait un journal, on savait qu'il était d'extrême gauche. On lisait un journal, on savait qu'il était plus ou moins conservateur. Et donc les lecteurs pouvaient se positionner sur ce clivage idéologique et se former finalement, forger leur propre opinion. Aujourd'hui, la presse partisane étant devenue, on va dire, indolore, incolore, inodore, ce débat n'existe plus. Et donc, les lecteurs qui étaient politisés avant et qui cherchaient cette information pour justement se positionner dans un camp ou dans un autre, finalement, ne trouvent absolument rien à se mettre sous la dent. Est-ce que cette fin de l'histoire, comme on a dit, de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alternative idéologique, a participé justement à affaiblir la presse, qu'elle soit partisane ou indépendante? Parler de presse partisane, on ne peut pas ne pas dire qu'elle reflète les partis. Les partis aujourd'hui ne sont pas les partis d'avant. Voilà. Les partis d'aujourd'hui ne reflètent pas la société d'aujourd'hui. Donc les journaux reflètent l'état des partis. Donc, excusez, mais c'est peut-être pas le sujet, mais nos partis ne représentent pas grand-chose. Et leurs journaux leur ressemblent un peu. C'est normal d'ailleurs. Par exemple, les voisins, ils le ressemblent. Et donc, et même la presse, si vous voulez, officielle, quand on lisait un journal, c'est pas la peine de citer, qui était un journal près du pouvoir, on savait, dans un éditorial, je parle, bien sûr, suivez mon œil, on savait on savait qu'est-ce qui passait demain. On savait que telle personne risque d'aller en prison, que le gouvernement va changer. Et là, pour les journaux, c'est fade. Comme il a dit, non seulement on n'a pas mis de sel, mais on a mis beaucoup d'eau en plus, donc c'est dilué. Ils se ressemblent, et ils se ressemblent comme dans leurs idées, comme dans leurs débats. On a, vous avez parlé des 22 quotidiens, ce qui est déjà intéressant. On a beaucoup de quotidiens, on a beaucoup de journaux au papier. On a aussi énormément, une foultitude de sites internet, de sites d'information. Et pourtant, il y a ce problème de diversité d'opinions, diversité d'angles éditoriaux. Est-ce que finalement, alors qu'on voulait du pluralisme, on s'est retrouvé avec de l'abondance, mais sans le pluralisme? Oui, le pluralisme, vous savez, l'indépendance, c'est peut-être une condition nécessaire, mais pas suffisante. La liberté aussi. Tu vois, la liberté, c'est bien, mais il faut qu'il ne tombe pas par la fenêtre. Il est libre, mais il faut qu'on mette des garde-fous. Et là, ce qui manque, c'est justement les garde-fous. Et quand on n'a pas de garde-fous, tout le monde peut sauter du balcon, tout le monde peut se casser la figure, et de toute façon, personne ne fait attention à ça, parce qu'il y en a tellement. À mon avis, le problème est très compliqué, peut-être c'est pas une émission comme ça qui va me permettre, mais moi j'appelle au débat. Au débat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, excusez de me répéter, pas les penseurs, les académiciens, mais pas non plus les politiciens, mais des professionnels qui fassent le débat et que l'État participe à ce débat et qu'on sorte avec des idées pour réaliser ces objectifs, comment faire évoluer la presse. C'est pas normal, parce que le taux de lecture au Maroc, il est très bas, mais il est quand même, il est là. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas le seul qui empêche les gens de lire. Les journaux ne sont pas si mal que ça. Enfin, mais si vous voulez, c'est comment dire, c'est un peu ridicule ce que je vais vous dire, mais c'est faible partout. Tu vois, comme un gars à l'école, il n'est pas fort en maths, il n'est pas fort en arabe, il n'est pas fort... Et peut-être en éducation physique, il court un peu vite, mais tout le reste, ça ne va pas. Donc la moyenne générale est très basse. Voilà ce que c'est, et c'est pour ça que les gens peut-être... Et puis l'initiation, bon, le problème de la lecture, c'est une autre histoire. La lecture au Maroc, d'une manière générale. Je parlais de Reda parce qu'il est avec moi, mais je peux parler de Badriss Khouri, de tous ces écrivains sympathiques que nous avons, nos contemporains. Ils se tirent, voilà, des créatifs, des
des gens de lettres, écoutez, dans d'autres pays, ils auraient été beaucoup mieux considérés et beaucoup mieux encouragés. Il y a Reda Dali tout à l'heure qui parlait de sa presse. Sa presse est une société, une entreprise de diffusion des journaux, mais aussi des livres, et que vous avez créé en 1970. Ça fait 40 ans, précisément. Et vous avez créé cette entreprise avec des militants de gauche, Ali Attar, Mohamed Liazri, Qarshawi et d'autres. C'était donc, et le slogan, c'était un journal Pour chaque citoyen. pour chaque citoyen. Jarida al-kull muwati. Donc, C'est beau, mais elle est pas la littérature, les parnassiens. C'est plus beau quand c'est inutile. Donc, c'est très beau. donc c'était sous quelles conditions? Pourquoi cette entreprise a été créée? Et pourquoi avec des gens de gauche et qui étaient à l'époque des opposants? Écoutez, heureusement qu'ils existaient ces gens-là. Parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a eu cette évolution dans nos mœurs politiques, qui se reflète sur la presse, etc. D'abord, des militants de gauche, il n'y avait pas de militants de droite, il y avait des militants de gauche. Ils étaient tous de gauche, il n'y avait pas de militants de gauche. Non, c'était du moins dans la presse, c'est-à-dire j'avais affaire à 5 journaux à l'époque qui existaient, ils étaient là. Bon, je peux citer le Mouharir, l'Alam, l'Opinion de toujours, et le Bayan, les deux Bayan. Et puis il y avait en face quelques journaux qui étaient... Mais heureusement qu'il y avait ces gens-là. Pourquoi? Parce que l'entreprise de presse qu'ils géraient n'était pas une entreprise dans le sens économique du mot. C'est pas ça. L'objectif n'était même pas de gagner de l'argent. Loin s'en faut. Mais ce qu'ils visaient, c'est que la presse était un élément de militantisme qui pour eux aidait, si vous voulez, les militants, l'acheter, les militants. Et puis, la période, je me rappelle, je racontais un petit truc du temps de Al-Fassi, quand on avait voulu faire, les gens ne lisent pas parce qu'ils lisent les journaux à l'œil, ils les feuillettent et il a dit, on leur a dit, il faut les coller maintenant les journaux, comme ça les gens ne lisent pas. Il leur a dit, non, il ne faut pas les coller. De toute façon, ils ne sont pas faits pour être vendus, ils sont faits pour être lus. Donc laissez-les les lire. Donc si vous voulez, ça veut dire beaucoup de choses. Ces gens-là ont fait dans des conditions très difficiles, il faut le rappeler. Faire un journal à cette époque, dans les années 70, d'abord personne n'osait investir dans un journal, vous comprenez. Mais acheter un bout de terrain rapportait beaucoup plus. Et on devenait une personnalité célèbre, parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. Mais faire un journal, vous risquez tout simplement d'aller en prison. C'est pour ça que seuls les partis politiques pouvaient se permettre ce face d'avoir un journal. C'était le journal du parti, c'était des gens responsables, c'était des gens qui faisaient ça dans l'intérêt du pays, qui participaient, si vous voulez, à cette période de mutation depuis l'indépendance. Et ils avaient leurs journaux qui étaient des bulletins intérieurs. Et ils ont dit pourquoi pas on le donne au public. Et puis c'est comme ça qu'on a créé sa presse, heureusement d'ailleurs, parce que c'était une tribune de réflexion aussi, de débat sur la presse, etc. seulement. Et sa presse avait aussi la vocation de casser un monopole public de distribution des journaux. Puisqu'il y avait le distributeur national et sa presse, en tant qu'acteur privé, permettait justement d'éviter, entre guillemets, d'éviter la censure, même pas entre guillemets. Oui, c'est vrai, il fallait comprendre tout simplement, quand on voulait créer sa presse, je me souviens qu'avant de faire sa presse, j'ai fait moi-même un journal qui s'appelait Les Correspondances de la presse, c'était un quotidien, on a été interdit, c'était avant 1977. Donc quand on a créé sa presse avec la conjugaison des efforts de tous ces leaders politiques qui étaient en même temps des responsables de journaux, éditeurs, directeurs de rédaction, etc. Et qui étaient éditorialistes aussi. Et ils étaient tout, ils étaient trésoriers, etc. Ils étaient du parti, ils étaient leaders, ils étaient tout. C'est comme ça à l'époque, c'était ça. Heureusement qu'ils existaient, ces gens-là. Alors, quand on a créé sa presse, c'était, si vous voulez, pas dans le but de casser le monopole. D'abord, on ne savait même pas qu'il y avait... C'était un monopole de fait. Personne n'osait faire une société distribuée. Il dit, ça va. Parce que l'autre société était une société française, c'était une antenne d'une grosse entreprise de distribution française. Et c'était surtout pour la présence française pour le Maroc, c'était la présence de la presse, la culture, la francophonie, etc. On a dit, nos journaux étaient... Parce qu'il y avait le réseau de distribution... La presse, c'est aussi, si vous voulez, bon, on va pas parler de la rédaction, la présentation, le papier. C'est une multitude de phénomènes qui font que le journal existe. Mais parmi eux, il y a la distribution. C'est le dernier maillon de la chaîne. Mais si vous voulez, vous pouvez écrire un article très très bien. S'il n'est pas bien présenté, personne ne le lit. S'il n'est pas aussi bien distribué, personne ne le lit. Donc, si vous voulez, la chaîne de la distribution, la distribution aussi être reposée sur deux éléments essentiels. Je continue. Et rapidement. Je ne veux pas monopoliser. Vous me le dites. Non, allez-y. Vous m'écoutez studieusement, je vous remercie. Non, elle reposait sur deux choses. C'est des méthodes de travail adaptées aux réalités du pays, c'est-à-dire pas importées. On ne va pas distribuer. Parce que je veux dire, en France, pour faire un bureau de tabac, pour vendre des journaux, il fallait une autorisation.
Et il fallait signer un contrat, comme les contrats des assureurs. Il y a 13 pages, personne ne les lit, mais enfin, on ne sait pas ce que vous mettez dedans. Il faut donner une caution, il faut être parrainé pour vendre les journaux. C'était très compliqué. Ben, on a dit, le type veut vendre les journaux. Attends, s'il ne te paye pas, à la limite, pour ce qu'ils vendent, de toute façon. Donc il fallait avoir un réseau adapté. Et puis surtout, il fallait comprendre, et c'est grâce à ces gens qui étaient à sa presse, Sidi Etab, Karimullah, Hafid Al-Khadiri, Diazri, etc. On a dit, pourquoi les journaux n'existent pas dans tel patelin? Parce que c'est vrai, excusez-moi, c'était très péjoratif, c'était des patelins, pas de journaux. Non, il dit, bien sûr, il faut qu'ils aillent même là-bas. Donc il fallait ce réseau de distribution on a commencé, pour rien vous dire, on a commencé, il y avait 700 points de vente au Maroc, c'était devenu 8000 points de vente. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre les journaux. Parce qu'avant, on disait non, on ne peut pas lui vendre, il faut qu'il signe, il faut qu'il paye, il faut qu'il donne une garantie, il faut l'assurance. Non, on a dit, tu veux vendre les journaux, tiens. Donc ce qui nous intéressait, c'est pour ça, Jalid Ali Kounlouaten, c'est à peu près, c'était pour réaliser justement c'est une sorte de devoir civique, c'est-à-dire l'accès à la presse. C'était un service civil. Civique, voilà, c'était un devoir. Alors, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, et aujourd'hui, j'ai l'impression que la problématique a changé, parce que, en l'absence de lecteurs, aucun journal aujourd'hui ne peut vivre des ventes de son tirage. Donc, qu'est-ce qui se passe? La nature ayant horreur du vide, qui prend le dessus? Ce sont les annonceurs, ce sont les entreprises qui achètent de la publicité, des espaces publicitaires dans les supports. Aujourd'hui, comme le lecteur n'existe plus, une grande partie de la presse dépendant justement des recettes publicitaires fait de l'autocensure par rapport à de grands annonceurs, par rapport à de grands groupes économiques. Et on a l'impression, on est aujourd'hui dans une situation où il est beaucoup plus facile de critiquer l'exécutif, par exemple le chef du gouvernement, que de critiquer ou de dire finalement de relater une information véridique sur le patron d'une banque ou le patron d'une grande compagnie d'assurance. Lesquels patrons, eux-mêmes, mettent un pied dans la presse en achetant de grands quotidiens. Aujourd'hui, la presse a été phagocytée par l'intérêt privé. Est-ce que l'indépendance et la liberté de la presse est encore possible dans un contexte où les lecteurs n'existent plus et où le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, est dispensé par les forces du privé? Écoutez, je peux répondre. Bien sûr. Le lecteur reste souverain. Vous êtes là pour ça. Oui, mais je ne veux pas accaparer la parole. Mais le lecteur est souverain. C'est lui qui choisit. Et puis, moi, je crois personnellement que, je ne suis pas le seul, que la presse va exister, la presse même papier. Si vous voulez, je rappelle toujours cette histoire de la radio n'a pas tué les journaux, la télévision n'a pas tué la radio, les cinémas n'ont pas tué la télé, etc. Donc chaque période, il y a un phénomène social, culturel qui arrive, mais enfin il ne tue pas les autres. Et d'ailleurs, moi je suis parti des Gutenberg, et pour nous l'écran renvoie à l'écrit. Donc ils sont complémentaires. Aujourd'hui, un journal, un écran, c'est complémentaire, ils ne sont pas antagonistes, au contraire, ils sont complémentaires. Donc moi je pense que l'écrit va résister, va subsister. La grande inconnue, est-ce que le papier va résister aussi? C'est le problème du papier. Au fait, là, quand on parle de crise de la presse, bon, il y a la mutation de la société qui fait la crise, mais il y a aussi la crise économique. C'est-à-dire la presse, c'est aussi, par exemple, la presse papier. Le papier, c'est de l'énergie, c'est les forêts, et tout ça, c'est devenu des trucs difficiles. Aujourd'hui, sur un pays comme le Canada, avant, quand on détruisait un arbre, il fallait en planter 5. Aujourd'hui, vous détruisez un arbre, vous en plantez 25. Il faut attendre 20 ans pour pouvoir les utiliser. Des petites choses comme ça, mais quand vous les additionnez, vous dites le papier, est-ce qu'on va avoir? Mais sur cette question de la mainmise aujourd'hui de grands groupes, de grands annonceurs, justement sur le business plan des supports. Parce que, je ne sais pas, parce que on obtient de la publicité pour vivre. Parce que quand on a un grand quotidien, il faut assurer les frais d'impression, les salaires, etc., etc. Mais ça réduit la liberté d'intervention et la liberté d'expression des journalistes et du journalisme. Est-ce que ce n'est pas finalement un mal qui, sur le long terme, peut carrément, que ce soit sur le format écrit ou sur le format digital, rendre la presse tellement inintéressante, tellement anodine, tellement sans saveur, que de toutes les façons, elle n'intéressera plus personne. Moi, je dis ça par expérience, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les grands annonceurs considèrent les supports de presse comme des agences de communication. Ils veulent contrôler le message. Aujourd'hui, on parle de native advertising. Ils veulent s'insérer dans votre ligne éditoriale sans pour autant passer pour des annonceurs, c'est-à-dire avec une insertion classique, etc. Cette incursion inopinée du pouvoir économique sur la presse, ne donnera pas peut-être le coup fatal
à cette liberté et bien sûr au fait de nourrir une presse libre et indépendante dans l'avenir. Je continue. Bien sûr. Alors, Vous écoutez, ce répondez. n'est pas un coup fatal, c'est peut-être un coup de fouet pour repartir encore mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que la presse, ça coûte cher quand même. Et il y a un business plan quand vous faites un journal. Il y a une étude économique. Vous dites, il y a des charges, il y a des entrées, et il faut faire des équilibres. Sinon, vous ne payez pas vos impôts, vous allez en prison. Donc il faut quand même, et quand on fait une entreprise, soit-elle de la presse, il faut qu'elle soit rentable. Il faut qu'on puisse gagner de l'argent. Sinon, pourquoi vous le faites? Alors maintenant, la presse devenant très très chère, parce que le prix du papier a augmenté, parce qu'une machine coûte plus cher, parce que la distribution coûte plus cher. Avant, t'envoyais un colis à Gadir de Kazan, ça coûtait 2 dirhams. Aujourd'hui, il faut envoyer 200 dirhams. Mais enfin, toutes les charges du business plan de la presse ont été augmentées, multipliées, etc. Donc, si vous ne faites pas appel à la publicité, ou à d'autres, jamais dans aucun pays du monde, la presse n'a été, sauf la presse de l'État, subventionnée dans des pays où c'est ça qui paye tout, qu'elle se vende ou qu'elle se vende pas, comme dans des pays voisins où l'État dit tu veux faire un journal, moi je l'imprime et elle la distribue, je m'en fous, on ne veut pas le vendre. Mais si quelqu'un fait presse, une entreprise de presse, une entreprise moderne, donc elle se base sur une étude de marché, elle se base sur des coûts, les projets, comment on peut rentabiliser, etc. À mon avis, l'apport de la publicité, il faut le positiver. C'est grâce à la publicité qu'on peut faire encore de mieux journaux. Mais sur le plan des idées, je suis d'accord avec toi, Daniel. Reda, parce que c'est pas pour autant, c'est un monsieur qui donne la publicité, d'abord en contrepartie, c'est une publicité, il fait de la publicité, mais on ne peut pas imposer une ligne de conduite, sinon les lecteurs, finalement, ils vont fuir. Ils sont désertés. Moi, je vous parle d'un contexte où les lecteurs ne sont plus là. Donc le journal est pris en sandwich entre la subvention publique et les recettes des annonceurs. C'est terrible parce que c'est deux influences. L'un tire sur le côté, bien sûr, les constantes, l'État, etc. Faut pas toucher. L'autre tire sur ses intérêts. L'autre défend ses intérêts privés. Quel est ce périmètre de liberté qui reste à la presse pour pouvoir justement jouer son rôle finalement dans l'encouragement du processus démocratique, etc. On a l'impression qu'on est cerné aujourd'hui. Il ne faut pas que les éditeurs se complaisent dans cette situation. Voilà, vous êtes dans un journal, il y a de la pub, qui se vendent, qui ne se vendent pas. On s'en fout, on existe encore. Si les éditeurs eux-mêmes se complaisent, si les professionnels, ceux qui ont fait du journalisme, devient un commercial, et il dit combien la page, etc., bon, il s'en fout du journalisme. Mais ça, évidemment, c'est dangereux pour la presse, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un juste milieu quand même à trouver. On ne peut pas vivre sans publicité, mais il ne faut pas pour autant être esclave d'une publicité. C'est évident que c'est d'abord aux patrons de presse, aux journalistes, de rester conscients qu'ils ont ils font œuvre de salubrité publique pour le débat citoyen et ils doivent effectivement respecter la déontologie et le professionnalisme du journalisme et ne pas se complaire dans un mélange des genres. Mais vous avez parlé, et tu avais parlé d'ailleurs, tu as dit qu'il y avait que la nature a horreur du vide. Peut-être qu'effectivement, avec ce trop-plein de communication dans certains médias, peut-être que surgiront des médias avec une ligne éditoriale plus marquée et avec une déontologie peut-être plus marquée. Vous avez parlé, vous venez d'Oujda, vous avez parlé une fois pour continuer sur la presse papier, vous avez dit qu'il n'y avait que 4 kiosques de journaux à Oujda. Et il y a, quand vous avez fondé sa presse, vous avez réussi à en installer plusieurs dizaines, etc. Aujourd'hui, combien il y a de kiosques à journaux à Oujda? Est-ce que vous le savez? Oui, je sais les kiosques proprement dit, parce que kiosque aussi, ça ne veut pas dire un vendeur ambulant, un vendeur ambulant, ou un buraliste, un bureau de tabac. Bon, le kiosque proprement dit, à Oujda, il y en a 12. Bon, il y en a beaucoup qui sont fermés, bien sûr, parce qu'ils vendent plus rien. Mais ce n'est pas la quantité de kiosques qui fait l'appel. Moi, je pense que l'effort qu'il y a à faire, c'est les pouvoirs publics qui, quand on subventionne des journaux, il faut qu'en retour, on ait un résultat dans l'évolution de la presse. Et l'évolution de la presse, ça se mesure aussi par l'audience de la presse, par la quantité qu'ils ont. Je parle de la presse écrite. Et à mon avis, là, il y a réflexion à faire, il y a un débat à faire, parce que nous sommes dans une période de mutation. C'était la crise de la presse, c'est la révolution de la presse, et maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire devant ce phénomène? Les gens ne lisent pas, devant la concurrence. Parce que ce qui est des fois désolant, c'est que nous avons au Maroc, comme il n'y en a pas beaucoup ailleurs,
Bon, c'est cette marge de liberté qu'on a de faire un journal. Tu sais qu'aujourd'hui, avant les derniers trucs, n'importe qui pouvait faire un journal, ce qui n'était pas très bien toujours, parce que moi j'avais affaire à des gens qui disaient, je sais pas là, est-ce que vous pouvez m'aider, je veux faire un journal. Je dis, vous êtes journaliste? Il me dit non, j'étais coiffeur. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Il paraît que ça rapporte. Bah, il fait un journal. Sur cette question de la liberté de la presse, parce qu'il y a des rapports qui sortent chaque année, bien sûr, pour noter, il y a des classements qui se font. Et les classements, par exemple, l'année dernière, le rapport de Reporters sans frontières a placé le Maroc à la 133e position, considérant qu'il y a une régression au niveau de la liberté d'expression et de la presse au Maroc. Quand vous voyez ce genre de classement, vous trouvez ça objectif, injuste? Comment vous le qualifiez? Mais vraiment injuste. Parce que quand il y avait vraiment la répression, quand il y avait l'interdiction de la presse, on était mieux classé. Alors, allez comprendre quelque chose. Mais c'est vrai, il y a un paradoxe. Aujourd'hui, personne ne peut nier, mes amis de la gauche et de l'extrême gauche ne nient pas qu'aujourd'hui, on a quand même plus de liberté. Bon, est-ce qu'elle est utilisée à bon escient, en mauvais escient? C'est vrai qu'on a plus de liberté. Avant, on ne pouvait pas faire un journal. Bon, quand je dis qu'on pouvait faire un journal, ça, c'est des gens qui faisaient des feuilles de chou, mais aujourd'hui, on fait des journaux, ils sont bien faits, et à mon avis, on devrait. Et puis, autre chose, on a de bons journalistes quand même. C'est pas parce que vous êtes là, mais je ne vais pas vous regarder. On a une école légique qui forme des journalistes merveilleux. D'ailleurs, dans votre chaîne, il y a beaucoup de lauréats de cette école. Elle est très bien. Mais on a de très bons journalistes qui sont à l'étranger aussi, des Marocains. Donc, et c'est l'élément humain. N'est-ce pas déjà une acquisition, n'est pas un patrimoine qu'il faut... Pourquoi les gens, chez nous, comme nos footballeurs d'ailleurs, ils vont ailleurs et pas chez nous. Bon, restons dans les journaux. Nos journalistes, ici au Maroc, sont performants. Ils sont percutants, ils sont forts, ils sont bien. Nous avons de très belles machines à journaux. Nous avons de très bons éditeurs. Ben, il faut que la réflexion, il faut problème, la vision. Alors, pourquoi ça coince? Pourquoi ça grince? C'est parce que pendant longtemps, je peux dire tout. Bien sûr. Ben parce que il n'y a pas eu la volonté pendant longtemps. Parce que s'il n'y a pas de volonté, avant on disait, la presse, il ne faut pas qu'elle évolue. Parce que c'était quand même, elle gênait un peu la presse. Il fallait parfois. C'est bien qu'elle sorte, mais pas beaucoup. C'est bien qu'elle... Bon, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a cette volonté. Sa Majesté, elle l'a rappelé plusieurs fois. Il aurait voulu que quand il va dans un pays aussi, on lui dise, on a vu vos journaux, ils sont bien, là, on a lu vos journaux. Mais il n'y en a pas. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour réussir une presse merveilleuse dans ce pays, même la presse écrite. Et vous savez, la presse écrite, si elle décline ailleurs, c'est parce qu'elle a atteint des apogées, elle a atteint une période... Nous, on n'a jamais atteint cette période. On n'a pas atteint le sommet pour descendre. On est toujours resté, pas à la base, mais un peu. Les gens commencent déjà à décliner. Toutes les conditions sont là pour que la presse, justement, soit florissante. Mais alors qu'avant, on faisait face quand même à une censure de la part des pouvoirs publics, etc. Une culture s'était développée où il fallait faire attention à ce qu'on dit. Cette époque étant révolue, aujourd'hui, vous considérez que finalement la presse s'auto-censure, c'est-à-dire cette audace qui lui manque pour aller accrocher des lecteurs. Le problème vient de la presse. Parce que dans un contexte de liberté institutionnelle et juridique, vous estimez que les journalistes n'ont pas l'audace nécessaire pour donner, on va dire, une offre journalistique de qualité qui puisse accrocher des lecteurs. Ça veut dire que le problème peut venir de la presse écrite elle-même, qui n'est pas assez audacieuse. Là, non, elle est audacieuse. Pourquoi lisez les journaux? Il y a des choses qui paraissent dans les journaux, tu te dis, c'est pas possible. Comment ça enfin, c'est assez... Excuse-moi, mais il y a des journaux. Mais c'est pas ça. C'est que, avec le type audacieux, ce qu'on a fait, on n'en tient pas compte. Il est audacieux, donc il laisse le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, je sais pas, côté pouvoir, côté, je sais pas, côté société civile, la presse est marginalisée, dans l'esprit du boulot. De toute façon, si on l'interdit, il va devenir un héros. Alors il vaut mieux le laisser dire, comme personne ne le dit. C'est ça ce qu'il faut qu'il change. C'est une invitation à être il faut qu'il ait ça. Mais en même temps, plusieurs acteurs de la presse papier électronique se plaignent du nouveau code de la presse. Alors bon, certains, c'est mi-figue mi-raisin, certains vont encenser le fait qu'il n'y a plus de peine privative de liberté, mais en même temps, il y a certains aspects juridiques, administratifs qui sont contraignants. Les peines privatives de liberté sont maintenant de la prérogative, enfin sont au niveau du code pénal. Est-ce que ces acteurs de la presse qui se plaignent de ce code de la presse, de ce nouveau code de la presse, ont tort? Est-ce qu'on n'est pas réellement dans un pas en avant, deux pas en arrière aussi? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le code de la presse est meilleur de ce qu'on avait, ça c'est sûr. Il y a des outils aujourd'hui, parce que pour accompagner l'évolution de la presse, il fallait quand même qu'il y ait plein d'outils. Actuellement, nous avons une fédération des éditeurs, on a avec le contrôle de la diffusion,
l'OJD. On a bientôt Le un Conseil national de la presse. Conseil national de la presse, et il nous faut un observatoire de la déontologie de l'information. Ça existe ailleurs. Ça s'appelle ODI, observatoire de déontologie. Il faut encore quelques outils pour accompagner. En fait, si vous permettez, beaucoup plus, enfin, une forme d'autorégulation. C'est-à-dire que les professionnels eux-mêmes fassent ce travail. C'est-à-dire, enfin, par exemple, je vous donne un exemple qui est très simple, parce que c'est passé. Enfin, on va venir à la question du fake news, de la culture de buzz, etc. Parfois, on trouve une information qui est invraisemblable, qui fait couler énormément de commentaires. Après, quand on vérifie 2-3 jours après, on regarde que cette information est fausse. Par exemple, l'information sur Sidi Qasim, l'histoire de zoophilie, tout à fait. où tout le monde a parlé de ce sujet, il y avait même la presse internationale à évoquer ce sujet, et finalement, on découvre que non, c'était juste une histoire qui est fausse. Est-ce qu'il ne faut pas une forme justement d'autorégulation, ou des gens qui fassent, par exemple, le travail qui est fait de vérification d'informations par les acteurs eux-mêmes, les acteurs professionnels. Alors ça, c'est un problème de déontologie. Il faut que les gens soient eux-mêmes d'abord suffisamment éduqués pour appliquer les règles, parce que sur le papier, elles existent. Mais pour cette histoire, le sensationnel a toujours été... Oui. C'est sensationnel. Il y a une presse spécialisée, d'ailleurs, la presse People, par exemple, dans d'autres pays, les tabloïds. Il y a un public pour ce sensationnel dans tous les pays du monde. Vous faites un journal qui ne parle que de lui, etc. Ça marche beaucoup. Mais il y a d'autres lecteurs qui sont quand même plus intelligents pour lire des choses plus sensées. Est-ce qu'ils sont moins nombreux? Non. Moins nombreux? Oh, c'est vrai, donc les moins nombreux, déjà qu'ils lisent un journal. Je vais vous dire quelque chose, vous m'excusez, mais puisque on est là pour dire tout, c'est combien on a d'enseignants au Maroc? On a beaucoup plus que 400 000 enseignants. 280 000, enfin, 280 000 de fonctionnaires au ministère de l'Éducation. Là, beaucoup plus. Excusez-moi, j'ai 250 000. C'est à vérifier. C'est une information. Je ne vais pas faire des factures. On va faire le budget. Ceux-là même, ils ne lisent pas. Ceux-là qui doivent enseigner, qui sont des enseignants, vous voulez que les enfants lisent. Mais les gens ne lisent pas. Et si vous voulez, le problème de la lecture, c'est un réel problème. On commence par la fin, mais commençons par le début. D'abord, il faut qu'ils sachent lire. Au Maroc, il y en a quand même 60% qui savent lire. Il y a une évolution. 60%. On est 35 millions, mais il y a quand même l'alphabétisme, il est là. Et le pouvoir d'achat, il est là. Mais malgré ça, vous dites, il reste quand même 3 millions, 4 millions. Il faut rappeler aussi une chose, c'est quand on dit que les journaux sont vendus à 200 000, au Maroc, un journal est lu en moyenne, d'après nos études, par 10 personnes. C'est-à-dire il y a 2 millions de lecteurs. Enfin, ces lecteurs, pourquoi ils ne l'achètent pas? Bon, il y en a qui n'ont pas d'argent, mais il y en a qui ne trouvent rien à lire. Il y en a qui disent c'est vite fait. Ben, le jour où ils trouveront que ce journal est passionnant, ils disent bon, je le garde. Quand il va, je ne le garde pas. Ils le remettent. Donc, il faut quand même tenir compte de certaines choses qui sont peut-être spécifiques à notre société, comme cette histoire de 10 journaux par lecteur. Je vais poser la question à Mohamed Zouar, parce que c'est un professionnel de la presse digitale. Est-ce que, par exemple, cette histoire de vérification d'une information qui s'est avérée complètement fausse vous a ramené beaucoup plus de clics qu'un article sensationnel, par exemple? Elle était en partie fausse, c'est sur l'affaire de zoophilie. Elle était en partie fausse. Nous, ça prend plus de temps de vérifier. C'est-à-dire reprendre un journal qui avait donné en partie la bonne information, mais qui avait exagéré ou qui était parti dans des conclusions un petit peu hâtives, eh bien, juste recopier ce qu'a écrit ce journal arabophone, ce quotidien arabophone, ça aurait été très rapide. Ça prend 10 minutes, 15 minutes. Par contre, essayer de contacter des acteurs locaux pour pouvoir vérifier l'information, à savoir les services de santé, l'hôpital, la gendarmerie, etc. Ça prend du temps. Donc ça va prendre une demi-journée, une journée. Et on a réussi à obtenir des informations de la gendarmerie qui nous a expliqué que c'était vrai en partie, mais qu'il y avait une partie comme quoi, ça y est, ils étaient contaminés, les enfants, les mineurs étaient contaminés. C'était faux. On a sorti l'information. Évidemment, personne ne nous a repris. Aucun autre média nous a repris. Et le desk aussi qui a fait le même travail. Alors voilà, oui, par la suite. Mais en fait, à ce moment-là, personne ne nous a repris. Tous les médias ont titré et ont mis exactement le même contenu, en partie faux donc, que la source initiale, sans vérifier et sans reprendre. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus sensationnel et c'est pas intéressant avec une information qui déconstruit un petit peu tout ça. Et 15 jours plus tard, les médias francophones qui en partie aussi s'étaient trompés, il y a eu 2 médias qui ont vérifié et qui effectivement se sont dit, ah bah non, les autorités démentent en partie l'information. Et c'est à partir de là où on est revenu. Mais en fait, non, ça fait pas plus de clics malheureusement. Le sensationnel fait plus de clics. Alors, c'est une question que, je pense qu'il y a un jeune public aussi qui regarde. Comment lire une information maintenant? C'est une question que je voudrais vous poser. Comment lire une information et comment lire
un filtre, c'est un filtre dans sa tête pour dire cette information, elle est possible, vraisemblable, ou elle est complètement chimérique. Comment lire une information? Ça n'a pas changé par contre, depuis longtemps. Oui, mais il faut que cette information soit crédible. Comme il disait notre ami, d'abord, quand on reproduit une information sans citer la source, voilà, au type, il va dire quand même, et la moindre des choses, c'est de citer la source. Voilà un élément, je vais dire élémentaire, m'excusez, pléonasme, mais voilà un élément de déontologie. Puis les gens, quand ils ont affaire à des journaux, là, à des sites qui cumulent ce genre de bugs, etc., il n'y a plus de crédibilité. La crédibilité, c'est un élément essentiel pour que les gens lisent un journal ou lisent un site d'information. Désolé de dire que lire, c'est l'école. C'est aussi l'école. L'initiation à la lecture, c'est aussi l'école. L'initiation à la lecture, c'est aussi la société civile. Ben, c'est ça, on parlait de partis politiques, on va les taquiner encore une fois. Les partis politiques, moi, à Oujda, quand j'étais petit, j'étais scout, j'étais Chabib al-Ndrassiya, on nous apprenait à lire, on nous apprenait plein de choses qui servaient à rien du tout. Mais enfin, le temps était plein, on n'avait pas le droit de faire autre chose. Et même pour prier, des fois, on se disait comment faire, il faut aller, parce qu'il faut aller faire du sport, il faut aller à l'école, il faut aller faire le scoutisme, il faut aller à l'association. Ben, c'est temps était plein. Dans tous les quartiers, il existait des maisons. Des gens, pas dans tous les quartiers, mais il existait des maisons. Et c'était les partis politiques qui faisaient ça. Et ils n'étaient pas nombreux. Il n'y en avait que 3 ou 4 à l'époque, ou peut-être, en gros, 4, 5. Mais ils sont maintenant 50. Mais ils sont 10 fois plus, mais il y a 100 fois moins de résultats. Une petite question par rapport à l'évolution justement de la presse écrite et à l'érosion des ventes. Là, je pense qu'on n'a pas parlé de ce phénomène. Il y a quand même un phénomène de concurrence absolument colossal venant d'Internet et d'une presse qui est totalement gratuite. Je ne veux pas, bien sûr, confronter la presse électronique à la presse classique, mais aujourd'hui, il y a quand même un changement de paradigme où les gens s'informent plus sur Internet, sur des supports qui sont parfois des pure players qui sont totalement gratuits, et ça a eu un effet assez dévastateur sur la presse écrite. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une cohabitation gagnant-gagnant entre la presse électronique et la presse écrite, ou alors la presse écrite est condamnée à disparaître au profit de la presse électronique? Moi, je vais même un peu plus loin. Il y a une complémentarité entre les deux. Ah, vous pensez qu'il y a oui, justement, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas saisi peut-être, l'écran renvoie l'écrit. Mais il y a un modèle payant et un modèle gratuit. Et donc, il n'y a pas de concurrence. Dans la presse papier, que vous avez, bon, à part ma génération, le papier, toucher le papier, le mettre dans son lit, le lire avec... Oui. Mais vous êtes la génération Gutenberg, le créateur de l'imprimerie. Là, on est la génération Zuckerberg, l'inventeur de Facebook. Oui, d'accord, mais c'est cette génération qui a fait l'autre, d'abord. Et puis l'autre n'est rien sur celle-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si vous voulez, moi, je pense que l'écran renvoie toujours à l'écrit. Et l'écrit peut renvoyer l'écran aussi. C'est que ce sont complémentaires. Aujourd'hui, tous les journaux, d'ailleurs, dans tous les pays du monde, journaux papier, ils ont une version électronique. Oui, mais le problème au Maroc aujourd'hui, disons, prenons un cas classique. Moi, je suis un pure player, c'est-à-dire un site d'information électronique. Et qu'est-ce que je fais? J'achète le journal la veille, dès sa sortie, des rotatives, et je prends l'information sur cette presse écrite, je la synthétise, je la réécris un petit peu à ma façon et je la balance sur ma plateforme Internet. Du coup, le lecteur, il n'a plus aucune raison d'acheter le journal. Et bon, ce que font les sites électroniques, c'est qu'ils citent. Alors ils disent, c'est honorable, on cite notre source. Mais en citant la source, ils atomisent cette source-là puisqu'ils prennent l'information qui est vraiment finalement la raison d'être de ce journal de presse écrite et ils la balancent sur Internet et comme ça, elle est vue par 10 000, 20 000, 100 000 personnes en temps réel, ce qui fait que le journal de presse écrite est complètement sacrifié. Bon, je vais vous dire, il y a deux choses. Premièrement, l'information, le papier ou l'Internet, ce sont des transporteurs de l'information. Sur papier ou sur Internet, bon, peu importe le support qui change. Mais dans un journal, il n'y a pas que l'information. Cette information, vous pouvez la lier. Bien sûr, aujourd'hui, il a mis le pas sur la Lune, on l'avait vu tous en temps réel. Mais nous sommes tous retournés vers le journal pour savoir. Même, je parlais d'un journal, m'excusez, je vais le citer, L'Équipe. Aujourd'hui, on a tous vu le match 2-0, qui s'est marqué, il y avait même, l'arbitre n'a pas sifflé la main, le pénalty. Mais
on est revenu sur le journal, enfin ceux qui sont mordus du football, pour lire le Montakhab chez nous ou l'équipe ailleurs. Dont le tirage a beaucoup baissé aussi. Je veux dire, il y a eu mais ils ont compensé ce manque justement par l'écran. C'est la complémentarité. Mais je veux dire qu'il n'y a pas que l'information dans un journal. Dans un journal, il y a aussi des positions, il y a aussi des analyses, il y a aussi des commentaires. Ce qui peut être le cas dans la presse électronique voilà. aussi. Aujourd'hui, dans la presse électronique, on trouve des éditorialistes, des analystes, des gens qui... C'est-à-dire que tout à l'heure, vous disiez la radio, la télévision n'a pas tué la radio, etc. Oui. Moi, j'ai tendance à estimer qu'on est dans une situation de diligence et de train. C'est-à-dire la diligence, c'est la presse écrite. Une fois que le train a été créé, la diligence n'avait plus aucune raison d'exister. Donc du coup, vous avez aujourd'hui une presse électronique qui va prendre l'info de la presse écrite et qui va faire 80% de son audience sur cette info-là, en la citant entre guillemets, donc pour faire un petit peu confraternel, mais qui, en faisant exactement, précisément cela, est en train d'enterrer la presse écrite. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous pensez que dans le long terme, une cohabitation est possible ou alors tout le monde va basculer sur la presse électronique? Je suis pour la cohabitation. Non seulement ça, mais je me répète, le pardonner, il y a la complémentarité. Et si l'information va exister, la presse existe, bon, elle est sur le papier ou sur le net, d'abord, l'information va toujours exister. J'avoue aussi que la période est très difficile, mais ici comme ailleurs, pour la presse écrite papier. Mais la presse écrite... sur Internet. Est-ce qu'il faut faire payer la presse électronique? Est-ce qu'il faut faire payer les articles sur le web? Quand on lit un article, est-ce qu'il faut l'acheter? Le modèle économique est différent. C'est vrai, il y a un nouveau modèle économique. On ne fait plus son business plan comme on faisait le papier à la rotative, la distribution et tout ça. Aujourd'hui, tu as un ordinateur, tu n'as même pas besoin de locaux. Là. La plupart des gens n'ont même pas besoin de locaux. Il y a certains journaux qui n'ont pas d'adresse fixe. Quoi. Ils ont l'adresse sur leur Internet. Donc c'est pas une concurrence déloyale pour vous? C'est pas déloyal, c'est complémentaire. Et je suis désolé, Reda, parce que je le répète, la radio n'a pas tué la presse. Parce que tu peux pas me contredire. Et la télévision n'a pas tué la radio. Mais ça, c'est une réalité, Reda. Et ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est un phénomène que nous vivons aujourd'hui, bien sûr, mais avec du recul, longtemps après. Nos enfants, nos petits-enfants, ils disent, vous savez qu'il existe des journaux papier, ils ont disparu, ils ont été remplacés par-ci, maintenant les gens reprendront le papier peut-être, trouver une autre formule. Mais le monde d'aujourd'hui, il évolue tellement vite qu'on n'a pas le temps, si vous voulez, d'apprécier ce qui se passe. Et dès que vous pensez que vous avez compris, il y a autre chose, vous n'avez rien compris. Moi, je pencherai pour la métaphore de Reda Dalil sur la diligence et le train, notamment pour les quotidiens. C'est vrai que le temps de l'information des quotidiens avec les sites web se télescope. Et donc je pense que la cohabitation risque d'être très compliquée. Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis, en Europe, où les quotidiens ont de plus en plus de mal à maintenir leurs ventes, malgré leurs sites d'information qui sont parmi les premiers dans leur pays respectifs. Par contre, il y a plusieurs temps de l'information et cet équilibre-là que vous avez évoqué, la radio qui a trouvé son équilibre, la radio, la télé, la presse papier, à un moment ils ont trouvé cet équilibre-là. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore trouvé l'équilibre entre la presse électronique, avec ce rythme incessant d'infos en continu, etc., et la presse papier qui va apporter beaucoup plus de reportages, d'analyses, de consistance à l'information. Et ça, malheureusement, peut-être que dans notre pays, au Maroc, la presse papier n'a pas fait sa mue. C'est sûr. Déjà a pris très en retard le virage du numérique et en plus, au niveau du papier, n'a pas fait sa mue parce qu'ils se sont dit, non, on va plutôt réduire les équipes plutôt que travailler sur du fond et lâcher un petit peu les news à faible valeur ajoutée et rentrer dans l'analyse, dans le reportage, dans les dossiers. Ah oui, bien sûr. Là, vous êtes d'accord avec Reda et moi, je suis d'accord avec vous. D'accord. Tout le monde est d'accord autour de cette table. Juste un petit point par rapport au temps long. Ce n'est pas simplement la presse écrite quotidienne aujourd'hui qui est frappée de plein fouet par la déferlante Internet, c'est aussi des hebdomadaires. On pense par exemple à Newsweek qui a complètement abandonné sa version presse écrite pour aller sur Internet. Non, et quand on voit les tirages d'hebdomadaires importants dans ce pays, les tirages ont fondu. C'est quand même incroyable. Donc il y a, je pense, une causalité. Et je suis d'accord. On va les citer quand même, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, comme on dit. Dans certains pays, la presse papier évolue. Je vous renvoie sur des pays de certains pays de l'Asie où les tirages augmentent. Donc, je ne sais pas si c'est eux qui ont raison. Pourquoi ? Parce qu'ils font payer leur version web. Aujourd'hui, Le Monde, ayant fait payer sa
version web Oui. et les articles en version web, le tirage a augmenté de 3% cette année. Le voilà. salut viendra du fait de contraindre, entre Oui. guillemets, mais d'inciter les lecteurs à acheter de l'information de Oui, qualité. mais on ne faut pas focaliser sur la France, un pays. Bon, je vous dis, C'est en un Asie, C'est un exemple. les journaux ont augmenté. Je vais juste ajouter Rapide. quelque chose. Cette évolution que nous vivons au Maroc et partout fait que le lecteur aussi, il a changé. Il ne veut plus ces journaux comme ça. Peut-être il les veut comme ça, il les veut comme ça, il les veut... Enfin, mais c'est ça ce qu'il faut rechercher. C'est quoi ce lecteur? Il a, si vous voulez, une attente qui n'est pas la même. Avant, quand on lisait un journal écrit, c'est pour savoir qui est en prison, là qui va sortir, là qui, le discours, le meeting. Aujourd'hui, ça n'intéresse personne, ça. Et c'est pour ça que les journaux ne se vendent pas, ceux qui s'intéressent encore à ces choses-là. Il y a la caravane, la diligence. Mais aujourd'hui, il faut parler d'autres choses. Le Maroc a envoyé un satellite, le Maroc a gagné au football, le Maroc a gagné plein de choses. Donc voilà, il y a un nouveau lecteur. Et il a une demande, mais il faut lui trouver le journal qui lui correspond. On va passer au face-à-face. Et je commençais par Mohamed Zouar. Mohamed Zouar, vous avez 3 minutes pour poser les questions que vous voulez. Alors, première question, ça est très simple. Aujourd'hui, majorité des citoyens ont un smartphone, ont un téléphone, et ils filment, ils rapportent des faits. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est-il devenu finalement journaliste? Je réponds. Oui. C'est pour moi. Bien sûr, écoutez, ça dépend que ça veut dire journaliste aussi. Journaliste n'est pas journaliste qui veut, mais journaliste, celui qui est formé. Celui qui... Vous savez, le journalisme, c'est une profession. Ce n'est pas... C'est comme toute autre profession. On n'est pas avocat qui veut, on n'est pas médecin qui veut. Et que dans la presse, où tout le monde peut se transformer en journaliste, c'est pas possible. Les journalistes, que celui qui a étudié le journalisme, celui qui sait ce que c'est que aujourd'hui, il faut professionnaliser cette profession pour que ça reste vraiment une profession. Voilà. Continuez, vous avez encore 2 minutes 30. Quelle a été finalement votre plus difficile expérience dans le secteur de la presse, de la distribution? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où vous vouliez tout arrêter parce que c'était trop, vous étiez quasiment au niveau du ras-le-bol? Mais il n'y avait pas un moment, il y avait une période. Plusieurs. C'est une période, c'est des années. C'est des années où vous attendez des journées, vous dites, il ne vient pas, vous allez à l'imprimerie, vous trouvez qu'elle est cassée, ou elle est fermée, ou on vous interdit, ou vous attendez par là, et il vous sort de l'autre côté, etc. C'était une période très difficile. Et là, je ne peux pas ne pas quand même rappeler que des gens ont payé très cher pour que cette presse vive, pour qu'elle existe, pour qu'elle subsiste. Et j'ai vécu avec eux, j'ai vécu avec des directeurs de journaux qui étaient membres du conseil d'administration, qui étaient emprisonnés au 81, partout, etc. Et donc c'était des moments difficiles. C'est des moments difficiles, c'est des moments fantastiques, phénoménaux, parce que c'est ces moments-là qui ont fait qu'on ait aujourd'hui cette liberté. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont consacrés, qui se sont sacrifiés pour qu'on ait aujourd'hui la liberté de la presse, cette liberté dont nous ne pouvons que nous en réjouir, mais qui malheureusement n'est pas toujours bien exploitée. Vous parlez souvent de votre ville d'origine, Oujda, vous en avez encore parlé lors de cette émission. Quel est aujourd'hui votre lien avec votre ville natale? Est-ce que vous continuez à y aller souvent? Je continue à aller, pas souvent, je voudrais bien continuer à aller souvent, bien sûr. Mais Oujda, c'est moi, je suis né à Oujda, j'ai fait mes études à Oujda, toutes mes études jusqu'au bac, j'ai fait du basket avec le Mouloudia, j'ai été sélectionné dans l'équipe nationale junior. C'est grâce au Mouloudia de Oujda que j'ai fondé un club à Casablanca, l'ASUC, l'association de sport universitaire, que j'ai été président de la fédération de basket de football pendant 4 ans. Oujda, c'est beaucoup. Oujda est devenue encore plus belle. Je vais parler d'un truc. Je me suis impliqué dans cette histoire de régionalisation, parce que d'ailleurs, elle nous interpelle, Sa Majesté, dans tous ses discours, elle nous rappelle la régionalisation. Il faut qu'on soit tous. Il ne faut pas qu'on adore qu'on nous donne la régionalisation, il faut qu'on participe à la réalisation de la régionalisation. Mais moi, j'ai fait avec des amis une encyclopédie sur la régionalisation pour expliquer ce que c'est que la régionalisation, tout ça. Et ça, je vous dis ça parce que ça m'a donné la possibilité d'aller encore à Oujda pour parler de la région de l'Oriental. Figurez-vous que cette région est encore plus belle que ce que je connaissais, comme toutes les autres régions du Maroc. Là où j'ai été, je pensais que je connaissais le Maroc, mais je vous assure que j'ai redécouvert le Maroc. Ouais. Allez, Dadali, on passe aux 3 minutes consacrées. Alors, au-delà, bien sûr, du rôle majeur que vous avez joué dans l'évolution du métier de la distribution de la presse, dans la presse écrite en général, vous êtes un compagnon de Gutenberg, et les gens, peut-être, ne savent pas que vous êtes un grand promoteur de la littérature marocaine, que vous adorez lire et que vous êtes très sensible à la beauté du style. Je voudrais vous faire parler d'un monsieur
qui a une plume hors du commun, qui est un journaliste chevronné, un des doyens du journalisme au Maroc. Je parle bien évidemment de M. Abdallah Stouki, qui est un grand ami à vous. Beaucoup de gens se demandent ce qu'Abdallah Stouki devient, son état de santé, qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot sur Stouki? Avec beaucoup d'émotion, quand je parle d'Abdallah Stouki. Abdallah Stouki, c'est l'un des pionniers de la presse. Vous savez qu'Abdallah Stouki a été président de l'Union internationale de la presse francophone pendant longtemps. Et d'ailleurs, il m'a été donné, quelle chance, de l'accompagner dans des contrées lointaines, Moncton, au nord de, je sais pas quoi, de Moncton, c'est quoi, c'est le Canada, pour présider des meetings de journalistes. Abdallah Stouki, c'est une plume sans pareil, je m'excuse pour ceux qui écrivent bien au Maroc, mais à cette époque-là, Abdallah Stouki est très fatigué, et il vit sa vie difficilement. Mais il est temps qu'on... Merci d'avoir parlé de lui. Il faut qu'on parle de lui. Alors, il y a un livre qui vient de sortir sur Abdallah Stouki avec pas mal de témoignages. Il est très bon. Le livre vient de sortir. Je crois qu'il sera en librairie cette semaine. Et Abdallah Stouki, on a le devoir de s'occuper de lui un peu plus, comme s'occuper de tous ces gens qui sont des monuments, qui font partie de notre patrimoine national. Voilà. Alors, quand vous avez lancé sa presse il y a, comme on a dit tout à l'heure, 40 ans, et je pense qu'Abdallah l'a rappelé tout à l'heure, vous rêviez de couvrir le Maroc de kiosques de journaux à journaux, et vous utilisez même un slogan qui disait un journal pour chaque citoyen. Aujourd'hui, avec l'érosion justement des ventes et l'état un petit peu délétère de la presse écrite, mais aussi le fait que des statistiques ont montré que les Marocains ne lisent que 2 minutes par an, est-ce que vous êtes déçus ou est-ce que vous avez encore l'espoir que peut-être les choses peuvent s'améliorer dans l'avenir ? Ça ne sert à rien d'être déçu. Il faut garder l'espoir. Il faut que les gens comprennent que la presse vaincra finalement. Elle va repartir, la presse, dans notre pays. Elle n'est jamais bien partie. Mais je vais raconter, ce qui est triste, c'est que j'avais affaire à des gens, parce que je vais dans une ville, je trouve un conseiller municipal, je lui dis on va créer un kiosque. Il dit non, on ne peut pas créer des kiosques. Alors qu'il y a des vendeurs de tout, sauf des journaux. Je dis, en créant des kiosques, on crée l'emploi. En créant un kiosque, on améliore le périmètre urbain. En créant un kiosque, on encourage la lecture. On s'inscrit dans la modernité. Vous savez ce que m'a dit un jour un mec? Il m'a dit, je dis, bon, les kiosques que vous avez, on va les moderniser. Il m'a dit, non, les clics, il ne faut pas les moderniser. Nous, si on a des touristes, c'est parce que c'est sale, parce que c'est pittoresque. Comme ça. Il m'a dit, c'est parce que c'est comme ça. Si vous voulez moderne, on va devenir comme les autres. Donc c'est pas. C'est une mentalité. On a eu affaire à des gens qui n'étaient pas à leur place, vraiment. Aujourd'hui, ça change, j'espère. Les gens, aujourd'hui, comprennent que le Maroc est moderne, donc il faut tout moderniser. Même les kiosques à journaux, même les vendeurs de journaux, il faut les déclarer maintenant, il faut leur donner leurs droits civiques. Même les journalistes, il faut tenir compte qu'ils racontent n'importe quoi. On va rester dans le journalisme, on va parler d'un autre journaliste. On va passer à vos choix. Enfin, le premier choix, c'est une phrase. Justement, il s'agit d'un journaliste. Peu de personnes savent qu'il était journaliste aussi. C'est Albert Camus. Un journal, c'est la conscience d'une nation. Enfin, tout le monde connaît Prix Nobel, mais ça pas. Beaucoup de monde ne savent pas qu'il était un journaliste et un éditorialiste. Ah, pourquoi cette phrase s'applique beaucoup plus chez nous, même si Camus n'est pas de chez nous, mais il est chez tout le monde. Parce que l'histoire contemporaine de notre pays n'est pas écrite, malheureusement. Et c'est grâce à ces journaux-là qui ont lutté, qui se sont sacrifiés pour subsister et qui nous ont rapporté des choses. Aujourd'hui, on feuilleton des journaux. Et d'ailleurs, nous avons un journaliste parmi les journalistes de notre pays, pour ne pas citer... oui, il vient sortir une série de livres sur l'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc... son nom m'échappe, mais je vais vous le dire tout à l'heure. Mais c'est grâce aux journaux que nous connaissons un peu notre histoire. Parce que personne n'a écrit l'histoire contemporaine du Maroc. Il n'y a que les journaux qui osent l'écrire. Et je pense que c'est d'autant plus vrai quand il dit que la conscience d'une nation, la mémoire d'une nation, c'est le journalisme. On va passer à l'autre choix. C'est une photo qui va s'afficher. Et ça va rester dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en parlant de sa presse. Voilà, c'est cette photo. Alors, je suis à droite. Alors, c'est moi à l'extrême gauche de l'écran. Oui, de l'écran. Et à l'extrême droite. Est-ce que j'ai évolué vers la gauche? Parce que généralement, c'est le contraire. Les gens évoluent vers la droite. Et voilà, c'est très bien. Là, je deviens à gauche. Mais enfin, quelle est la plus belle d'ailleurs? C'est en noir et blanc ou là, c'est que vous voyez à droite, à gauche? On voit c'est Mohamed Yazri. Ouais. Vous avez c'est Abdelhafid Qadiri, il était directeur de l'opinion. On voit c'est Ali Atta. On voit c'est Driss El Qitoni avec les lunettes, c'était l'ancien directeur de l'opinion.
Et puis il y avait Mustafa Bestelmia derrière. On Donc le voit un c'était les peu, fondateurs de sa presse. C'est- C'était un hommage que vous rendez à vos C'est les fondateurs. pionniers. Ah oui, pionniers de oui, cette- je leur dois tout. Je les respecte beaucoup. Allah yarhamhum wa yadima. Merci beaucoup, c'est Mohamed Brada. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, c'est Mohamed Brada. Je rappelle que vous êtes éditeur et figure historique de la presse marocaine. Merci aussi à Mohamed Zouar, directeur des sites Yabiladi, d'être là. Merci à Rida Dalil, rédacteur en chef d'économie et entreprise. Merci à vous. Rendez-vous avec l'Info Soir juste après. Rendez-vous la semaine prochaine et à bientôt.